Bonjour à tous, vous regardez le Midi ensemble. Contrairement aux idées reçues, la chirurgie esthétique ne date pas d'hier. Sa première apparition, c'était il y a 3000 ans en Égypte et en Inde, où la reconstruction des lèvres, des oreilles et du nez existait déjà. Au 19e et au 20e siècle, la chirurgie esthétique évolue vers une médecine qui aide à diminuer les blessures, notamment pour aider les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Et c'est en 1952, avec la fondation de la Société française de chirurgie plastique, qu'apparaît la chirurgie esthétique, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais les dérives sont nombreuses, du scandale des prothèses mammaires PIP aux excès des récidivistes. Le but de la chirurgie esthétique a donc beaucoup évolué à travers les époques et nous allons parler de tout ça aujourd'hui avec Dr Hazan. Bonjour, vous êtes ORL, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Dr Avner Bensoussan, bonjour, vous êtes chirurgien plastique, merci d'être là aujourd'hui. Et puis en plateau, avec moi à mes côtés, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Vous avez enquêté sur ce dossier, merci d'être là tout au long de cette émission. Et puis pour dialoguer avec vous, chers téléspectateurs, nous serons aussi avec Marianne Bougrain. Marianne, bonjour, vous interviendrez tout au long de cette émission en direct. Surtout, n'hésitez pas à lui envoyer des mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi ensemble @i24news.tv. Vos questions, vos commentaires, n'oubliez pas, tout nous intéresse. Restez avec nous, on est parti. Et on ouvre tout de suite cette émission avec les nouvelles tendances de la chirurgie esthétique. Sachez que se faire refaire les seins a moins la cote qu'avant. Aujourd'hui, les dames veulent remodeler leurs fesses. La demande des implants fessiers explose sous l'influence des nouvelles égéries comme Kim Kardashian ou bien la chanteuse Beyoncé. Lise, vous nous en dites plus et puis on en parle après. Même la chirurgie esthétique a ses tendances. Les implants mammaires qui ont déchaîné les passions pendant des décennies ont moins la cote aujourd'hui. C'est ce que la Société américaine de chirurgie esthétique a révélé dans ses statistiques en 2014. Aujourd'hui, les Américaines se ruent sur un autre type d'opération, les implants fessiers. La demande a fait un boom de 86% entre 2013 et 2014. Mais contrairement aux implants mammaires, le produit s'injecte directement sous la peau et peut entraîner de graves complications. Quand ils me l'ont injecté, je me sentais bien. Des hanches parfaites. Puis j'ai eu des inflammations et tout est parti. Tout a glissé vers le bas. Je ne pouvais plus aller à la plage ni voir personne. Une sorte de boule est apparue dans le dos. Je ne pouvais plus ni m'asseoir, ni marcher, ni même faire mes besoins. Ma vie a été bouleversée. Le culte des fesses rebondies est en pleine croissance depuis le succès de certaines stars comme Beyoncé, Nicki Minaj ou encore Kim Kardashian qui affichent sans complexe des postérieurs proéminents. On s'éloigne du vraiment mince. Ce genre de beauté fait plus années 90 aux États-Unis. Beaucoup de stars se concentrent aujourd'hui sur les fesses. On a Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Nicki Minaj, Salma Hayek. Ces femmes ont de très belles silhouettes, des belles courbes et des postérieurs généreux. Autre nouvelle tendance, les femmes demandent aujourd'hui des réductions mammaires, en hausse de 30,4% entre 2013 et 2014. La majorité des opérations visent à remplacer des implants vieillissants par de nouvelles prothèses, mais les femmes en profitent aussi pour changer de taille, pour des implants plus petits, mieux en accord avec leur morphologie. Le scandale des prothèses PIP fabriquées à partir d'un gel silicone frauduleux qui libère des substances dangereuses dans le corps a blessé de nombreuses femmes. C'est un terroriste comme n'importe quel terroriste au monde. Pourquoi ? Parce qu'il a fabriqué une bombe atomique pour le corps des femmes. Globalement, la médecine esthétique est pourtant sur le déclin. Elle a diminué de 5% entre 2013 et 2014. Le nombre d'interventions est passé d'un peu plus de 11,4 millions à 10,6 millions. Une baisse surtout imputée aux injections de toxines botuliques dont la popularité auprès des Américaines baisse. L'intervention la plus pratiquée reste la liposuction. Le nouveau danger de ces interventions est qu'il s'adresse aujourd'hui à de trop jeunes filles. Elles ne peuvent pas guérir facilement car comme ce sont des filles très jeunes, 15, 16 ou 17 ans, leur corps n'est pas préparé à recevoir une chirurgie de ce type. Alors, docteur Avner Bensoussan, on a vraiment l'impression que les silhouettes des femmes ont évolué, que maintenant les femmes sont plus sportives, plus galbées. Vous êtes d'accord ? Vous sentez, vous, cette évolution dans votre cabinet ? Oui et non, parce que la lipoaspiration reste quand même l'intervention phare en chirurgie esthétique. On la pratique encore énormément, comme la mise en place d'implants mammaires. J'en profite pour préciser que ce n'est pas une intervention qui vise à réaliser un amaigrissement. C'est vrai que l'amaigrissement arrive en même temps parce qu'on enlève une certaine quantité de graisse, donc par là même on maigrit.
Cette intervention vise à enlever électivement des excès graisseux, là ils sont disgracieux, donc rétablir une harmonie du corps. Mais c'est vrai aussi, comme vous le disiez dans le reportage, qu'on a plus tendance à utiliser cette graisse au lieu de la jeter. Eh bien, on va la retravailler, on va la recentrifuger et on va utiliser les cellules pures pour les réinjecter dans les endroits qui en ont besoin, comme éventuellement les fesses, comme on l'a vu dans le reportage, comme les seins, et c'est de plus en plus la mouvance, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas envie d'une grosse poitrine ont envie simplement d'un raffermissement. Alors on peut injecter de la graisse qui a été purifiée. À la place de la prothèse. À la place de la prothèse. Ça n'a pas encore remplacé les prothèses, ça ne les remplacera pas, mais ça peut faire l'affaire. Et un mot sur les implants fessiers qui ne sont pas encore complètement à la mode. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, il y a beaucoup de complications. C'est-à-dire qu'il y a une complication opératoire, c'est dans un site qui n'est pas stérile, et une complication post-opératoire, où fonctionnellement c'est difficile de s'asseoir pendant quelques semaines, voire quelques mois, sans parler des complications infectieuses. Alors, docteur Hassan, les femmes qui viennent vous voir comme ça au cabinet, qui ont envie justement d'avoir un acte chirurgical, elles ont des critères de beauté particuliers. En quoi justement leur critère de beauté va influencer votre acte à vous chirurgical ? Alors, en ce qui concerne la rhinoplastie, en fait, la consultation est primordiale parce que c'est très très important d'être compris par le patient et de comprendre le patient. Mais elles viennent avec des photos, ce à quoi elles veulent ressembler. Alors, en général, quand elles viennent avec des photos, j'essaye justement de détourner, de dissuader, parce qu'on ne peut pas choisir un nez. C'est strictement impossible de choisir un nez. On adapte et on modèle en rapport avec une gène. Si je demande à la patiente ou au patient, parce qu'en fait j'ai quasiment 50% de femmes. On va en parler, ça, de la chirurgie esthétique chez les hommes. Chez les hommes aussi. Mais c'est très important de pouvoir détailler avec une profilologie, de pouvoir leur montrer ce qu'elles doivent voir dans le miroir, parce que c'est pas évident. Elles peuvent imaginer par exemple que c'est un grand nez alors que c'est un petit menton, que c'est un nez large alors que ce sont des yeux écartés. Donc on examine ensemble et ensuite on peut aussi donner les limites de la chirurgie esthétique. Pareil pour les seins, elles viennent avec des photos, vous essayez de les dissuader, docteur Bensoussan? Alors c'est vrai, quand elles viennent avec des photos, alors déjà on a un signal d'alerte parce qu'on ne peut pas ressembler à quelqu'un, on peut simplement essayer de suggérer la taille ou la forme que l'on voudrait avoir, mais il faut essayer d'expliquer à la patiente qu'il y a en fait un cadre possible d'augmentation mammaire, si c'est le cas de l'augmentation mammaire. En parlant des critères d'influence du praticien par rapport à la patiente, c'est vrai qu'on a tous des critères de beauté, mais on ne doit pas faire en sorte que la patiente accepte simplement nos critères. On doit, comme disait le docteur Hazan, les écouter et essayer de suggérer, mais surtout pas d'imposer. Et on va tout de suite parler de la chirurgie esthétique avec Lise Barenboim. Lise, il y a beaucoup de nouveautés en matière de chirurgie esthétique. Expliquez-nous. Oui, alors on a des choses maintenant très éphémères. Par exemple, on peut se faire remonter les seins pour 24 heures seulement avec une injection d'eau saline. Alors c'est pas mal, ça permet de faire un bon test avant de vrais implants, mais ça coûte quand même 2 600 €. Et il y a beaucoup de docteurs qui connaissent pas encore les effets secondaires sur la glande mammaire, donc qui sont plutôt contre. On peut aussi se faire redessiner le corps sans une chirurgie lourde grâce au body reshaping. C'est l'association de radiofréquence et d'une injection d'acide hyaluronique. On peut aussi se faire réépaissir les cheveux. Il y a un robot qui vous prélève des greffons sur la nuque qui sont ensuite réimplantés par le chirurgien. Et puis vous pouvez aussi vous faire injecter des nano-quantités de votre graisse pour lisser vos rides. Mais il y en a des choses. Alors, on parlait de toutes ces jeunes filles, justement, qui souhaitent changer d'apparence dès 5 ou 6 ans. Eh bien, Lise, sous la pression d'une campagne très virulente, Apple a retiré une application destinée, justement, aux petites filles. Oui, c'est une application qui s'appelait Chirurgien esthétique et clinique version Barbie. Ça s'adressait aux petites filles de 9 ans et plus. Et en fait, ça proposait aux enfants de se mettre dans la peau d'un chirurgien. Donc, c'était tout à fait accessible sur l'Apple Store et sur le Google Play Store depuis le mois de janvier. Donc, ça proposait aux petites filles de faire des injections de Botox, de faire de la liposuction. Et il y a un site anglais, Everyday Sexism Project, qui recense les exemples de sexisme, qui a entamé une campagne sur Twitter pour forcer Apple Store à retirer cette application. Allez, on associe souvent la chirurgie esthétique à la beauté, mais elle a aussi une fonction réparatrice. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Nathalie, cette femme qui a accepté de témoigner sans dévoiler son visage. Un chirurgien a dû lui refaire le nez à cause de son addiction à la cocaïne et sa vie a changé. Lise, vous êtes partie à sa rencontre. On va tout de suite regarder ce petit reportage que vous nous proposez, puis on en parle après.
Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour nous raconter votre histoire et surtout l'opération de chirurgie réparatrice que vous avez subie. À quel moment de votre vie ça vous est arrivé et pourquoi vous avez eu recours à cette opération? Malheureusement, à mes 35 ans, je suis tombée très fort dans la cocaïne. Et j'en prenais tellement pendant 5 ans que j'ai tout à fait détruit mon nez. J'avais un trou dans mon palais. Mais c'était tellement grave que je ne savais pas sortir de la maison pendant 2 ans. J'ai vu beaucoup de médecins qui ont dit qu'ils ne savaient pas m'aider. Jusque j'ai trouvé le docteur Alain Khazan, qui m'a dit qu'il peut emmener un professeur de France, professeur Lantier, qui a fait la première greffe de visage pour me réparer mon nez. L'opération était très pénible, c'était 10 heures d'opération, 30 heures on m'a endormi. Et la récupération mentale était aussi très difficile. Très difficile. Donc c'était pas une opération courante en Israël? Non, c'est pas une opération courante, mais ça se passe de plus en plus. Et quand vous avez rencontré ce chirurgien, c'était donc la seule solution pour vous de retrouver un nez? C'était la seule solution pour moi de retourner à la vie. Et à cause de cette opération, vous avez dû vous préparer. Oui. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? J'ai dû arrêter d'abord de prendre la cocaïne, qui n'était pas évident. Je l'ai fait avec une psychiatre. Et des médicaments. Je suis encore toujours en psychothérapie 4 ans après. C'est très facile de tomber dans la cocaïne, il faut faire très attention. Ça commence par, on fait ça socialement avec les amis le week-end, et puis le week-end commence mercredi, et puis mardi, et puis lundi, et on devient complètement accro. Est-ce que tous ces soins étaient remboursés par la sécurité sociale? L'opération était remboursée, le psychiatre pas. Ça veut dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au niveau des traitements? Il y a des détox centres, moi je voulais pas les faire, qui sont gratuits et où ils sont aussi très suivis et soignés. Et si vous n'aviez pas eu cette opération, qu'est-ce qui se serait passé? Le pire. Le pire, j'avais plus de vie. J'étais moralement une loque. Et quand on vous a annoncé que cette opération était possible, vous étiez nerveuse ou vous étiez soulagée? Tous les deux. Parce que je savais que ça allait être très complexe. Et donc vous êtes toujours suivie psychologiquement après l'opération? Oui. Oui. Je crois que toute ma vie, je vais devoir être accompagnée. Parce que ça vient des traumas. Au fait, j'ai employé la cour comme médicament. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout envie d'y retourner? Oh non, pas du tout. Ça ne me dit plus rien. Je ne comprends pas comment j'ai fait ça. C'est cette opération qui vous a en quelque sorte sauvé de cette addiction? Tout à fait. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une rééducation? Il y avait une rééducation car on m'a pris une greffe du bras et j'ai dû faire la physiothérapie pour savoir employer ma main. Et pour le nez, non, ça devait dégonfler, ça prend 2 ans. Donc au début, c'était pas très beau. Mais vous aurez encore à subir d'autres opérations? J'ai besoin d'une 3e opération parce que mon nez, je ne sais pas respirer par mon nez. Et au niveau esthétique, est-ce que le docteur a cherché à vous rendre ressemblante à ce que vous ressemblez, à votre image d'avant, ou est-ce que vous avez changé? J'ai un peu changé. J'ai un peu changé, mais pas beaucoup. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfaite de cette opération? Oui. C'est un miracle, cette opération. Je suis plus sociale, j'ai passé maintenant ma licence, je commence à travailler, j'ai des amis. Nathalie, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens par rapport à la cocaïne? Il faut faire très attention, c'est une drogue très dangereuse. J'ai passé un vrai cauchemar que je souhaite à personne. Merci beaucoup Nathalie, merci pour ce témoignage très intéressant. Merci de nous avoir reçus chez vous. Avec plaisir. Docteur Hazan, alors pourquoi cette patiente a-t-elle été si particulière dans votre carrière? Tout d'abord, Valérie, j'ai 3 merci à faire. D'abord, merci à Nathalie d'avoir témoigné. Elle était courageuse, hein? Très courageuse. D'abord, je pense que c'est très important que les jeunes et les moins jeunes puissent savoir ce que provoque la cocaïne. Et ils ne le savent pas. C'est de moins en moins. Il y a un tel afflux d'informations que l'information n'est plus prise au sérieux. Et donc, les jeunes pensent plusieurs fois, je pense à l'alcool, à la cigarette et à la cocaïne, que c'est pas si grave
grave que ça. Et voilà, ça donne effectivement des désastres. Et donc, elle a été extrêmement courageuse aussi pour avoir pendant 1 an avec un suivi. Donc, j'ai un deuxième merci, c'est à la psychologue et à la psychiatre qui l'a suivi, car elle a fait un soutien. Et c'est strictement impossible d'opérer si on n'a pas arrêté depuis 1 an la cocaïne. C'est déjà très très important. Dans la même semaine, j'avais 2 patientes, une qui venait de Russie et Nathalie, et celle qui revenait de Russie n'a pas réussi à arrêter, et toujours à rechercher des petits moyens pour arrêter, et c'est très 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 important. Et le troisième merci, c'est bien sûr au professeur Lantieri qui est venu sur votre plateau, puisque ça souligne la coopération franco-israélienne qu'on essaye d'établir depuis, je fais mon allié en 98, et depuis 98 je travaille beaucoup là-dessus. Je suis très très heureux de pouvoir dire qu'aujourd'hui il y a une coopération franco-israélienne beaucoup plus importante qu'avant, et je le remercie parce que bon, c'était un vrai travail d'équipe. Merci beaucoup Dr Hazan. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre grand dossier de Société de Midi Ensemble, la chirurgie esthétique, mais plutôt réparatrice cette fois-ci, et tous les excès d'une chirurgie non contrôlée. Restez avec nous. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, notre grand dossier est consacré à la chirurgie esthétique. Je vous propose de faire la connaissance de Mayan. Elle est avocate. Elle vit en Israël. Elle a décidé de sauter le pas. Cette année, elle a eu recours à une augmentation mammaire, une opération qui a changé son apparence, mais aussi sa vie. Entretien tout de suite. Mayan Abissira, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour nous raconter votre histoire. Vous êtes avocate en droit immobilier ici en Israël depuis une dizaine d'années. Et on va parler aujourd'hui de l'opération de chirurgie esthétique que vous avez subie. Alors c'était quel genre d'opération? C'était une augmentation mammaire. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Tout simplement, j'ai toujours aimé la féminité chez une femme. Pour moi, le symbole de la féminité, c'est une poitrine assez opulente, pas en gardant des proportions, on va dire. Et grâce à Dieu, je me suis mariée, j'ai eu 5 enfants. Les grossesses, les allaitements ont endommagé un petit peu, si vous voulez, le volume. Et ça a atteint quelque peu mon ressenti quant à ma féminité. Donc j'ai choisi de m'intéresser à l'opération d'augmentation mammaire, et je suis partie en quête du meilleur chirurgien. Alors justement, comment vous avez trouvé le meilleur chirurgien? Ça n'a pas été facile, parce que je suis quelqu'un, comme je suis avocate, je suis quelqu'un de très carré et j'ai besoin de vérifier chaque chose. Et je suis allée voir pas mal de docteurs. J'ai pris aussi beaucoup de renseignements auprès des docteurs que je connaissais. Et puis, pour plusieurs raisons, j'ai pas accroché avec pas mal d'entre eux. Ils ne me donnaient pas assez d'écoute, je ne me sentais pas rassurée. C'était ma première opération chirurgicale esthétique. J'ai pas eu le feeling, en fait. Jusqu'à ce que je tombe sur mon docteur, que j'adore, qui est un monsieur très très professionnel, qui m'a mis en confiance tout de suite, qui m'a expliqué, qui m'a écouté aussi. Et comment se passe l'opération? C'était très agréable. Je suis arrivée dans une très belle clinique à Ramat Aviv, à côté du Canyon. Donc je suis rentrée, on m'a fait attendre un petit peu le temps de faire les papiers, etc. Le chirurgien m'a vu, m'a ausculté. On fait d'abord aussi des prises de sang, toutes ces choses-là. Et puis il a pris des photos. Et après il m'a dit on y va. Et puis voilà, alors c'était un endroit agréable, je ne me sentais pas angoissée dans l'endroit, la salle d'opération. Et puis ils m'ont mis une sorte de couverture chaude pour pas que j'ai froid, parce qu'elle avait fait très froid. Et puis je me suis endormie très facilement et je me suis réveillée avec le sourire, toute heureuse. Puis surtout que c'était pas très douloureux. Moi je m'attendais à une grande douleur, mais en fait non. Et au niveau de la taille, c'est lui qui avait son mot à dire ou c'est vous qui avez complètement décidé, il vous a suivi? Non, alors le docteur il a un rôle de conseil.
si vous venez voir un docteur, vous lui dites « mettez-moi des prothèses de 500 ml », il va vous dire « je ne vous opère pas », si c'est un bon docteur. Et Avner m'a dit que de toute façon, il allait vérifier plusieurs tailles de prothèses pendant l'opération. Il m'a expliqué qu'il allait me mettre en position verticale parce que ça lui permettait de voir le résultat final tout de suite. Et on s'est mis d'accord sur un volume plus ou moins, mais il a quand même, si vous voulez, commandé plusieurs prothèses de différents volumes pour voir ce qui était le mieux. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin d'une relation de confiance avec le chirurgien. Que vous sentiez compris, que vous sentez que votre chirurgien, il a compris votre goût, ce qui vous plaît, ce que vous avez besoin. Et est-ce que vous allez devoir changer tous les 10 ans de prothèse? Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer toute votre vie, ça vous embête pas? Alors, si vous voulez, au départ, ça m'a un peu dérangé, l'histoire de refaire ça 10 ans plus tard. Mais maintenant que je l'ai passé facilement, et voilà, non, ça me fait plus peur. Est-ce que vous conseilleriez à d'autres femmes qui ont envie de le faire? Ah oui, sans aucun doute. Faut pas hésiter. Moi, j'étais très craintive. J'avais peur de la douleur. J'avais pas peur du regard des autres parce que je suis quelqu'un de très indépendant, donc je me fiche un peu du regard des autres. Mais c'était surtout la douleur qui me faisait peur. Et puis d'être ratée, ça me faisait peur. C'est pour ça que j'ai choisi avec beaucoup de précaution mon chirurgien. Mais maintenant que j'ai trouvé, je ne lâche plus. Voilà. Merci beaucoup Maïane pour ce témoignage. Je vous en prie. Au revoir. Docteur Avner Bensoussan, vous l'avez changé la vie à cette femme, hein? Non, je ne vais pas changer la vie. Je pense qu'elle a décidé de changer sa vie et je l'ai aidée dans ce sens en l'aidant à choisir une prothèse qui lui convienne, un volume qui lui convienne et en essayant de la rassurer. Oui, mais quelque part, il y a quand même un contact j'ai envie de dire très proche qui s'écrit entre elle et vous, puisqu'elle dit, voilà, c'est mon chirurgien. Ça, c'est important lors d'une consultation de créer ce lien-là avec la patiente? Le but n'est pas de recréer le lien, mais en tout cas qu'il y ait un contact et qu'on comprenne surtout ce que le patient veut obtenir, quels sont les résultats qu'il veut avoir. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour mes consultations. C'est pour ça qu'il y a une attente assez importante. Et c'est pour ça que je demande parfois de revenir quand je n'ai pas eu l'impression d'avoir bien cerné la demande de la patiente. Et on essaie ensemble, avec ma secrétaire aussi, des prothèses d'essai en ce qui concerne les seins, pour essayer d'être au plus proche de ce que la patiente veut et surtout de ce que l'anatomie veut bien accepter. Mais docteur Azan, justement, cette confiance qui s'installe, c'est fondamental pour une opération de chirurgie esthétique? C'est fondamental. C'est fondamental pour justement éviter d'être déçu. C'est savoir à quoi on peut s'attendre et c'est pas forcément une simulation c'est comprendre. Et ça, c'est très important. Alors, on le sait, dans certains pays, la chirurgie esthétique est plus pratiquée que dans d'autres. Et figurez-vous, sur le continent américain, qu'il y a les plus gros consommateurs. Les États-Unis arrivent en tête avec plus de 90 000 opérations par an. Devant le Mexique, un peu plus de 50 000 opérations. Et le Brésil, environ 48 000. La France est au 7e rang avec 21 000 opérations qui concernent 92% des femmes. Alors, docteur Bensoussan, comment vous expliquez cette différence justement entre l'Europe et l'Amérique? Et surtout, ici en Israël, qu'en est-il? Alors, comment j'explique? Je pense que il y a la population qui est plus importante. Je pense qu'il y a toujours cette façon excessive et exagérée des Américains de se jeter et de ne pas avoir peur du clonage. Elles n'ont pas peur de se ressembler l'une et l'autre. Mais je tiens à préciser qu'ici, enfin en tout cas la clientèle qui vient quotidiennement, je pense que le docteur Azan est d'accord avec moi, sont des patientes qui ne sont pas du tout dans cette optique. Ce qu'elles veulent, c'est pas ressembler à quelqu'un, elles veulent se ressembler. C'est-à-dire qu'elles ont envie de retrouver, si c'est la poitrine qu'elles avaient avant les grossesses, mais après une première grossesse, eh bien la poitrine peut se vider, peut tomber. Donc elles ont envie, et souvent elles me montrent, j'ai envie de retrouver ma poitrine que j'avais. Pas simplement pour un désir ou un narcissique, mais pour aussi se retrouver, pour le conjoint, etc. Donc, après 40 ans, il n'y a aucune poitrine qui tient, soyons francs. Après 40 ans, il n'y a aucune poitrine qui tient, mais même après 20 ans et après une grossesse, ça peut tomber. Donc
Docteur Hazan, vous, la demande a changé depuis que vous êtes arrivé en Israël? Vous constatez un changement dans la demande justement de ces patients? Je suis arrivé en 1998, je peux vraiment témoigner qu'il y a une large influence européenne en Israël, que ce soit au niveau culturel, au niveau médical. Les premières rhinoplasties, c'était des déceptions parce que ça ne ressemblait pas à Barbie, tout simplement, et qu'aujourd'hui, elles demandent des nez naturels. Et donc, au retour donc du naturel, je voudrais quand même qu'on revienne sur le scandale des prothèses PIP. Plus de 16 000 femmes se sont fait retirer leurs prothèses contenant un gel de silicone non conforme. Les retraits préventifs avaient commencé après la suspension de la commercialisation de ces implants en mars 2010. Aujourd'hui, 300 femmes argentines porteuses de prothèses défectueuses portent plainte contre Jean-Claude Masse, l'ancien fondateur de PIP. Elles exigent 41 millions d'euros de dommages et intérêts. Écoutez. On a porté plainte. 300 femmes se sont réunies avec l'idée que cela soit accepté comme une action de classe ou une action collective pour que toutes les femmes en Argentine qui ont été victimes ou sont victimes des implants PIP puissent se joindre à la plainte et ensuite bénéficier d'une indemnisation en fonction des dommages soufferts. Alors, docteur Bensoussan, qu'est-ce qu'elles ont subi, ces femmes? Alors, juste un petit rappel sur ce scandale. C'est vrai que quelqu'un de crapuleux a changé en fait le silicone qui était le silicone agréé par la FDA en mettant un silicone industriel dans les prothèses. Donc ça, c'est une prothèse. En fait, le silicone à l'intérieur, n'étant pas conforme, était plus corrosif et avait tendance à entraîner des ruptures de la prothèse plus qu'avec des prothèses normales. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un degré de rupture important. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé toutes ces patientes. J'ai eu la chance de jamais en poser, mais on a rappelé toutes ces patientes. Il y a beaucoup de patientes qui sont venues en consultation. Et on a fait des examens cliniques, on a fait des examens, des ultrasons, des échographies, des IRM. Quand la prothèse était rompue, donc bien sûr, on les a remplacées par d'autres prothèses. Quand elle n'était pas rompue, alors on discutait de l'intérêt du remplacement, parce que c'est vrai que c'est psychologiquement difficilement acceptable, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir une sorte de bombe à retardement à l'intérieur. Et donc, souvent, on a remplacé toutes les prothèses PIP. Juste une petite précision, on n'a jamais prouvé, on n'a jamais montré, on n'a jamais démontré que la rupture de prothèse et l'écoulement de gel de silicone ne provoquait de cancer du sein ou des autres maladies. Simplement, c'est le fait qu'il y ait une rupture qui entraîne en fait cette implication chirurgicale. Mais les chirurgiens qui les ont posés ne savaient pas qu'il y avait justement du gel défectueux à l'intérieur, parce que c'était homologué quand même par le ministère de la Santé. C'est pour ça qu'il y a un problème. Vous pensez qu'elles vont avoir gain de cause justement, ces femmes, docteur Hazan? Alors là, vraiment, au point de vue médico-légal, à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous donner de réponse. Parce qu'il n'y a pas que des femmes en Argentine qui ont porté plainte, il y a des femmes du monde entier. Bien sûr, non, mais la plupart des patientes ont été prises en charge, en tout cas en concernant le remplacement de prothèses, ont été prises en charge, c'est-à-dire que c'était gratuit pour elles. Après, est-ce qu'il va y avoir au-delà de cela des indemnisations du fait de la... à suivre. Oui, c'est une affaire à suivre. Je vous propose aussi de rejoindre Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors nous avons reçu un message de Lucie qui habite à Rouen et qui se demande si certaines opérations de chirurgie esthétique sont remboursées par l'assurance maladie. Et si ce n'est pas le cas, d'après vous, docteur Hazan, quel est le budget moyen nécessaire? Alors, il y a déjà deux cas. Le cas de rhinoplastie simple, esthétique pure, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, pas par la coupe libre en général. Et il y a le cas de rhinoplastie avec problème fonctionnel. C'est la sécurité sociale, je le dis pour nos téléspectateurs, la coupe libre. Oui, la sécurité sociale. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Quand il y a un problème de respiration et qu'il y a un problème de déviation de la cloison, eh bien on répare en même temps, et dans ce cas-là, la partie fonctionnelle est prise en charge par la sécurité sociale, ce qui fait que le patient paye moins cher, mais il paye de toutes les façons le côté cosmétique. Une autre question peut-être, Marianne. En effet, alors Chloé, qui habite à Nice, nous dit qu'elle souhaiterait refaire sa poitrine. Elle aimerait donc savoir s'il peut demander n'importe quelle taille d'implant mammaire ou si le docteur a pour obligation de respecter sa morphologie. Qu'en pensez-vous ?
Réponse évidente, bien sûr que non. On ne peut pas mettre n'importe quelle taille d'implant mammaire. Ça dépend de deux choses. Bien sûr de l'anatomie, en fonction de certains paramètres. Alors il y a des critères qui font qu'on choisit telle ou telle prothèse. Bien sûr, le critère n'est pas absolu. C'est-à-dire qu'on peut jouer, il y a un cadre de mouvement entre une prothèse qui sera trop grosse ou une prothèse trop petite et qui n'a pas intérêt de faire de l'intervention. La petite précision pour être sûr, alors c'est pendant l'intervention en fait que la décision peut se faire, si la patiente le veut bien, c'est-à-dire de décider et de mettre plusieurs prothèses d'essai, d'asseoir la patiente et de voir exactement la prothèse qui est la plus adaptée. La prothèse que vous avez là, on va la faire voir à la caméra, donc vous la gonflez au fur et à mesure que vous voulez grossir le sein. Là par exemple, c'est quoi comme taille? Non, alors là ce sont des prothèses en silicone, donc ce sont des prothèses qui sont déjà gonflées, elles sont déjà remplies heureusement, parce que sinon il y aurait plus de fuite. Donc c'est pas des prothèses que l'on gonfle sur place, comme les prothèses à l'époque au sérum physiologique, mais des prothèses qui sont déjà pré-gonflées. Il y a plusieurs, en fait, il y a des prothèses d'essai que l'on met en place et que l'on retire, et en fonction de la prothèse qui est la plus adaptée, alors on va choisir la prothèse définitive. D'accord. Alors Lise, en tout cas, il y a une nouvelle tendance, c'est militer contre la chirurgie esthétique. Oui, alors c'est des célébrités qui sont les chantres de cette nouvelle tendance. Alors on en a plein, c'est un peu la révolte des beautés naturelles. Salma Hayek, par exemple, qui dit qu'elle ne veut pas prendre de risques pour rester belle. Jennifer Aniston, qui dit qu'elle est contre les injections magiques, alors qu'elle a subi elle-même une rhinoplastie. Et puis la grande madone de ce mouvement, c'est Kate Winslet, qui dit carrément que c'est contraire à ses valeurs morales, la chirurgie esthétique. Elle a fondé la Ligue britannique contre la chirurgie esthétique pour faire baisser la pression d'Hollywood sur les actrices. Vous comprenez ce combat de ces célébrités, Dr Hazan? Oui, bon, c'est un excès contre notre excès. Donc, on peut le comprendre puisqu'il y a un excès dans la pratique et surtout aux États-Unis. Contre ça, c'est sûr qu'à partir du moment où quelqu'un a un problème qu'il veut régler parce que le miroir lui dit qu'il faut le régler, donc je pense que l'indication reste encore aujourd'hui de norme pour pouvoir aider les gens à... Vous savez, pour le nez, c'est un petit peu particulier. C'est le nez au milieu de la figure. C'est le nez au milieu. Donc il faut vraiment que la cliente soit satisfaite et qu'elle reparte contente. Absolument. Ouais. La poitrine, on peut quand même un peu la cacher. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir été là avec nous tout au long de cette émission. Merci Lise Barenbaum. Malheureusement, cette émission s'achève. La chirurgie esthétique n'en finit pas d'évoluer à travers les siècles. On l'a vu, reflet de la volonté de chacun de modifier son apparence. Mais quand le narcissisme pousse aux excès, eh bien là, la médecine doit s'arrêter. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur i24 News.